Chers amis, chers Auroviliens, je vous propose de commencer par un court moment de recueillement porté par la musique de Sunilda et par ces mots si simples de la mère. La porte est ouverte, il vous suffit d'entrer. La porte est ouverte. Il vous suffit d'entrer. The door is open. You have only to step in. Je suis profondément reconnaissant d'être ici, aujourd'hui à Auroville, un lieu qui n'est pas seulement un espace géographique, mais une expérience vivante, une recherche collective et peut-être même une question posée à l'avenir de l'humanité. D'après la mère, Auroville, c'est pour trouver une vie nouvelle, plus profonde, plus complète, plus parfaite, et montrer au monde que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Quand je regarde en arrière, je réalise que mon chemin n'a pas commencé par un choix personnel, mais par une grâce. À l'âge de 12 ans, j'ai été choisi par la mère pour entrer à l'école de l'ashram, en plein milieu d'une année scolaire. J'étais déjà passé par plusieurs années d'école classique. Mais c'est à l'ashram que ma véritable éducation a commencé. J'ai découvert quelque chose de radicalement différent. Le bonheur d'apprendre sans peur, sans pression, sans obsession des examens. Nous pouvions choisir ce qui nous intéressait vraiment. Et cela change tout. On apprend alors, non pas pour réussir, mais pour comprendre, pour grandir et pour se découvrir soi-même. La mère encourageait les enfants à apprendre 4 langues. Le français, l'anglais, le sanskrit
et la langue maternelle. À l'époque, cela me semblait naturel. Aujourd'hui, je mesure la profondeur de cette vision. Le fait d'avoir appris plusieurs langues m'a ouvert bien des portes plus tard de mon parcours professionnel à travers les continents. Mais surtout, cela m'a appris à présenter dans plusieurs mondes, à ne pas enfermer les pensées dans une seule forme. Sri Aurobindo écrit « Toute vraie éducation doit préparer l'âme à la vie ». C'est exactement ce que j'ai vécu. À l'école de l'ashram, nos enseignants n'étaient pas seulement des professeurs. Ils étaient des amis, des guides, parfois même des compagnons de jeu sur le terrain de sport. Ils nous racontaient leur propre parcours, leur rencontre avec Sri Aurobindo et la mère, leurs doutes, leurs expériences. Ainsi, apprendre la physique, les mathématiques ou l'ingénierie devenait une aventure humaine. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. La connaissance n'est vivante que lorsqu'elle se traduit en expérience, choix, comportement, attitude et action concrète. Peut-être est-ce pour cela que plus tard j'ai choisi d'enseigner à mon tour. À l'ashram, j'ai aussi découvert l'énergie solaire grâce à mon professeur Chamalalji. Bien avant que le monde parle de transition énergétique, la mère avait déjà une vision claire. Un futur nourri par l'énergie du soleil, propre, silencieuse, inépuisable. Ce n'était pas seulement une question de technologie, c'était une question de conscience. La mère disait, la vraie solution viendra quand l'homme changera intérieurement. Cette phrase m'accompagne encore aujourd'hui. Après mes études, j'ai poursuivi un master en Thaïlande, puis un doctorat en France, grâce à une bourse du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. Vivant en France m'a permis de découvrir la culture européenne, son sens de l'organisation, de la rigueur, mais aussi ses limites. Et paradoxalement, c'est en vivant loin que j'ai commencé à mieux apprécier certaines valeurs asiatiques. Le lien avec la nature, la sobriété et le sens du collectif. Je me suis alors posé une question essentielle. Peut-on vivre bien sans consommer toujours plus? Aujourd'hui, le monde consomme énormément d'énergie. Mais consomme-t-il vraiment pour être plus heureux? Nous parlons beaucoup de crise énergétique, du climat, de technologies vertes. Mais au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Quel type de vie voulons-nous mener? L'énergie n'est pas seulement une question de kilowattheure. Elle reflète notre rapport à la vie, à la nature, aux autres. À Auroville, cette question est particulièrement vivante, car Auroville n'est pas une ville comme les autres. C'est un laboratoire humain, un espace d'expérimentation. Même en travaillant à l'étranger, je suis toujours resté en lien avec l'ashram et Auroville. Lorsque le projet Auroville Innovation Urban Management a été lancé avec le financement de l'Union européenne en 2003, j'ai eu la joie de contribuer à la réflexion sur la feuille de route énergétique d'Auroville. L'idée n'était pas simplement de produire plus d'énergie, mais de réfléchir ensemble comment réduire nos besoins, comment vivre plus simplement, mais plus consciemment. Comment intégrer l'énergie, eau, alimentation et habitat
dans une vision cohérente. Auroville peut montrer au monde qu'une autre voie est possible. Chez nous, à Pondichéry, nous avons essayé de vivre ce que nous partageons. D'abord, choisir un mode de vie simple. Ensuite, utiliser des technologies efficaces. Enfin, de satisfaire nos besoins d'énergie avec le soleil. Nous apprenons sans cesse à distinguer les besoins réels des désirs créés. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est libérateur. Sri Aurobindo écrit « La simplicité est la condition de la vérité ». Finalement, après plusieurs décennies, je comprends que la transition énergétique ne pourra pas réussir sans une transition intérieure. Les technologies sont nécessaires, les politiques sont importantes, mais sans un changement de conscience, nous ne ferons que déplacer les problèmes. Auroville a été créé pour cette recherche, non pas pour être parfaite, mais pour oser chercher. Je voudrais terminer par ces mots de la mère. L'avenir appartient à ceux qui osent croire à l'impossible. Puissions-nous, ensemble, continuer à croire, à chercher et à construire un avenir où l'énergie servira la vie et non l'inverse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bolmanant. Maintenant, je vais demander à Bernard Delambre de venir pour nous présenter son nouveau livre, Roger l'artiste. Roger étant bien sûr Roger Anger, qui est l'architecte phare d'Auroville. Bienvenue, jeune homme. Merci. Tu veux la main? No, first he's making a brief presentation. Alors, en réalité, j'ai préparé un petit papier pour expliquer l'exposition que nous avons eue cet été, une exposition de Roger Anger, de ses œuvres, qui n'était pas pratiquement inconnue à Auroville, à part quelques personnes qui avaient déjà vu ses œuvres chez lui. Mais il nous a paru intéressant de monter une exposition de son travail. Alors, je vous lis juste un petit texte parce que je ne sais pas improviser. Je ne suis pas un orateur. Mais il disait, alors voilà ce que je vous ai écrit. Le centre d'art d'Auroville, situé à Citadine, est né de la généreuse initiative de Dominique Dard, disparu le 25 décembre 2016. Depuis son ouverture en 2012, il s'est affirmé comme un lieu de référence pour la création contemporaine à Auroville. Son espace de 250 mètres carrés, comprenant 2 salles d'exposition, une salle multimédia, un laboratoire photographique, a accueilli à ce jour 113 expositions, ainsi qu'un programme soutenu de conférences, ateliers, rencontres artistiques et événements culturels. Le 8 décembre 2023 marque une étape importante dans l'histoire du centre. L'accueil de la première exposition mondiale consacrée à l'œuvre plastique de Roger Anger, sous la direction de Jacqueline Lacoste. Connu internationalement pour sa contribution architecturale et sa vision d'Auroville, Roger Anger dévoile ici
une autre facette de sa création, tout aussi singulière. L'exposition rassemble un ensemble exceptionnel de peintures, collages, dessins et sculptures réalisés dans une grande diversité de matériaux, bronze, marbre, granit, polystyrène et autres expérimentations. Ces œuvres, rarement montrées auparavant, témoignent d'un langage plastique libre, intuitif, traversé par une recherche constante sur la forme, la lumière et la matière. Ce corpus révèle un artiste pour qui la création ne se limitait à aucune discipline. Les lignes architecturales trouvent ici leur écho dans des gestes picturaux vigoureux. Les volumes sculptés prolongent une pensée qui s'exprime aussi bien dans la monumentalité que dans l'intime. L'ensemble offre une lecture inédite et profondément cohérente de son univers créatif. Le catalogue, dont j'aurai l'occasion de faire circuler, vous le verrez, le catalogue réalisé grâce aux photographies de Marco Saroldi, au texte de Dominique Jacques et Leila Kairat, et à la numérisation soignée de Sergei Stanovic, témoigne de la richesse de cette présentation et prolonge l'expérience de l'exposition. Il constitue aujourd'hui un document de référence pour appréhender l'étendue et la diversité de l'œuvre de Roger Anger. Voilà. Okay. Qu'est-ce que je dois faire ? Oui, il est là. Donc c'est un très beau livre avec de très belles illustrations, comme Bernard le disait, des photos de Marc Saroldi. Est-ce qu'on peut le montrer ? Le voici. Mais bon, il faut le faire circuler, parce que de loin, on ne le voit pas vraiment. Si. Le mettre dans la lumière un peu. Voilà, donc ça a demandé énormément de travail, de précision et d'une collaboration absolument exclusive et formidable de tous les membres du Centre d'art qui se sont concentrés uniquement sur ce livre qui est le témoin, qui est le témoin de l'exposition avec le logo du Centre d'art. Voilà. D'accord, tu disais que tu n'aimais pas trop improviser, mais peut-être que tu peux nous improviser quelque chose sur le fait que c'est le deuxième élément ou que tu écris d'autres livres et que... Ah non, moi j'ai rien écrit. Dans celui-là. Est-ce que tu voulais... Voilà, c'est le Centre d'art qui a édité ce catalogue. D'accord. Moi j'ai rien fait, moi j'ai écrit d'autres livres, mais ça c'est un travail collectif. Est-ce que tu veux saisir l'occasion de faire... Non, pas de part dedans dans ce travail. Juste simplement ma part, ça a été monter l'exposition, qui était considérable quand même, et voilà, et puis faire les accrochages, les lumières et tout. Et voilà, donc c'est tout. Mais le reste du catalogue, c'est toute l'équipe du Centre d'art qui a fait ce catalogue. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? On ne le trouve pas, il faut demander à Jacqueline. Là, j'en ai distribué 3 parce qu'il y a 3 personnes qui l'avaient demandé. Mais celui-là, je vous le donne, vous faites ce que vous voulez avec. Mais il n'y en a pas parce que normalement, on les distribue, faudrait les dire, on ne vend pas. Donc, il faut les distribuer et c'est hyper cher quand même. La réalisation d'un catalogue comme ça, c'est hyper cher. C'est vraiment très, très expensif. Donc, peut-être une réédition qui sera un petit peu moins chère et plus abordable et accessible ? Ouais, peut-être un jour. Ok. Bon, et bonne chance. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Tac. Merci Babanan, merci Bernard. Maintenant, je vais demander à Jean-Paul de venir prendre la scène, ce qu'il sait faire très bien, puisque c'est un homme de théâtre accompli.
Il va venir s'installer ici et rentrer en conversation avec un ami à lui qui s'appelle Gérald Garuti, qui est aussi un homme de théâtre, qui a lancé une initiative en France qui s'appelle le Centre des Arts de la Parole. Et personnellement, j'attends beaucoup de cet échange qui devrait être très riche. Bonsoir. Bonsoir, merci Olivier. Oui, bonsoir à tous. Donc, c'est vrai que quand on m'a demandé de trouver quelqu'un qui pourrait intervenir pour cette session Zoom, j'ai pensé à plusieurs personnes et tout à coup, Gérald s'est imposé puisqu'il fait tout un travail sur la parole. Donc je sais, il y a une quinzaine de jours, il était à Tel Aviv avec la femme rabbin qui est très connue, Delphine Horviller, pour justement, quand le dialogue devient difficile, comment pouvoir rétablir un espace de parole, comment pouvoir continuer de se parler, même quand cela paraît plus possible. Parce qu'en fait, on connaît tous ça, c'est vrai que quand tout va bien, on est très courtois, très sympa, très gentil. Tout le meilleur côté de notre personnalité se laisse voir. Maintenant, quand il y a des difficultés, que ce soit en famille, entre amis ou dans une ville, là, ça devient, quand les choses commencent à se tendre, ça devient très compliqué de pouvoir continuer de se parler et de s'entendre surtout. Donc, comme ça, ce sujet, c'est le sujet de prédilection de Gérald, et ben, dès qu'il sera connecté avec nous, vous voyez, même à Auroville, même les chiens aboient. Donc, dès qu'il sera connecté, on pourra commencer à parler avec lui. Donc, il a créé un centre à côté de Paris, à Aubervilliers, qui est un centre de l'art de la parole. Donc, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Comment on se parle. Il enseigne aussi à Cambridge, il enseigne à Sciences Po à Paris. Et puis, surtout, moi c'est comme ça que je l'ai connu, c'est un homme de théâtre qui a travaillé à la Comédie Française, qui a travaillé aussi à la Royal Shakespeare Company, parce qu'il est totalement bilingue. Il a mis en scène, je pense, plus d'une quarantaine de pièces. Et il va nous parler de ça, justement, puisque lui, il décrit la parole, les arts de la parole en 7 catégories, dont bien sûr le théâtre. Et le théâtre, c'est vrai que même si on ne peut pas dire que c'est un dialogue direct, puisque le spectateur écoute, mais quelque part, il y a aussi la création d'un dialogue au-delà des mots qui sont dits dans le spectacle. Il y a un dialogue qui se crée avec le public, et ce qu'on appelle d'ailleurs au théâtre la catharsis, c'est-à-dire que le public, voyant ce qui se passe sur le plateau, c'est pour ça que dans les tragédies, vous voyez, il y a toujours des meurtres, des assassinats, des viols, des choses comme ça terribles, parce que les Grecs pensaient que les spectateurs, en voyant ces horreurs sur la scène, ils n'auraient pas envie de les reproduire dans leur vie. Donc bon, ça a ses limites, mais ça marche aussi. Et donc bon, vous avez du mal à joindre Gérald là ? Oui ? Non, parce que je peux faire un monologue si vous voulez, j'ai 2-3 trucs en stock, mais... Donc, est-ce que peut-être que vous avez déjà des questions sur ce sujet ? Vous pouvez vous douter, c'est vrai que connaissant un peu Auroville, je n'ai pas fait ce choix complètement innocemment. Alors, l'idéal, c'eût été que Gérald vienne, mais comme tout ça s'est fait un peu au dernier moment, il doit rendre un livre à la fin de l'année, là, donc dans quelques jours, à son éditeur, et donc il ne pouvait pas se déplacer. Donc on fait ça sur, on espère, avec Google Meet, mais en tous les cas, il ne connaissait pas Auroville quand je lui en ai parlé. Et j'ai vu, là, il a déjà posté des choses sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu que comme c'est un homme
un chercheur, il a déjà fait des recherches, des commentaires, des choses qu'il met sur Auroville, et je l'ai eu au téléphone, et il serait très intéressé, et il espère pouvoir venir un jour. Donc j'espère que peut-être l'année prochaine, si le festival s'est réédité, une nouvelle édition, on pourra lui dire de venir, et ça serait intéressant d'arriver à, voilà, à faire ce travail de rétablir une parole possible entre tout le monde. Bon, c'est un peu un rêve, mais paraît-il qu'Auroville, c'est aussi une ville où on peut rêver, donc continuons de rêver. Et puis, je pense que ça serait même... Bon, je ne suis pas aurovillien, mais je pense que l'image que j'ai des Aurovilliens, pour moi, ça serait un devoir pour eux qu'ils arrivent à rétablir le dialogue, parce que si ils reproduisent les mêmes choses qu'ailleurs, bon, on va dire que l'expérience à ce niveau-là n'arrive pas à transcender, à dépasser les choses, quoi. Ici, on devrait réussir à pouvoir continuer à se parler. Et d'ailleurs, je trouve ça aussi dommage que quand on nous donne la parole, il faut avoir cette capacité de prendre la parole, d'arriver à échanger. Vous savez, je prends souvent cet exemple. Pendant les Jeux Olympiques de 1980, à Moscou, il y a énormément d'athlètes qui ont boycotté les Jeux Olympiques parce que, vu les problèmes qui se passaient à Moscou, enfin en Union soviétique à l'époque. Alors je demande toujours aux gens, est-ce que vous vous rappelez d'un nom d'un athlète qui a boycotté les Jeux Olympiques en 1980 ? En général, personne ne se rappelle d'un seul athlète, pourtant ils ont été nombreux, à boycotter les Jeux Olympiques. En revanche, si vous prenez les Jeux de 1936 à Berlin, tout le monde se rappelle de Jesse Owens, cet sportif noir américain qui est venu sur les terres de Adolf Hitler remporter 6 ou 7 médailles d'or, à tel point que, paraît-il, que le Führer était en fureur et qu'il a quitté le stade. Donc je dis toujours, quand les gens après se regrettent de ne pas, ils disent on n'est plus en démocratie, on peut pas, on nous laisse pas dire ce qu'on pense, mais malheureusement aujourd'hui, quand on donne la parole à quelqu'un, parfois il la refuse. Donc c'est compliqué de continuer à fonctionner dans un système démocratique si on vous donne la parole et que vous ne la prenez pas, quoi. Alors, le voilà. Voilà. Salut Gérald. On dirait qu'il fait moins chaud chez toi que chez nous. Il est tout emmitouflé. Donc, voilà, Gérald, écoute, j'étais en train de présenter un peu au public, puisque on a mis un certain temps à rétablir la connexion. Donc, pour introduire la discussion, ce que j'aime beaucoup avec Gérard, c'est qu'il y a ce livre qu'il a écrit, Comment on se parle. Donc il est capable de citer, de nous parler de Lévinas, de ce philosophe qui nous parle du visage de l'autre, de comment on se reconnaît dans le visage de l'autre. Donc c'est dans le visage de l'autre quelque part qu'on existe. Aussi de nous parler de Régis Debray avec cette boutade conceptuelle il a créé le tout à l'ego. Donc, et puis en même temps de titrer un livre Comment on se parle, qui peut nous faire penser à une chanson d'Alain Souchon. Donc d'avoir cette capacité de citer des grands philosophes et en même temps quelqu'un qui crée des chansons populaires, c'est une volonté aussi qui correspond tout à fait à la démarche de Gérald, de pouvoir s'adresser à tout le monde et pas simplement à rester dans le concept. Et c'est là où il y a le lien aussi, j'ai envie de dire, avec ici Auroville, c'est que cette idée de spiritualité, elle existe et elle existe aussi dans la matière, c'est-à-dire voilà, en créant aussi une ville. Voilà Gérald. Donc j'ai une première question à te poser. Quand le dialogue ne paraît plus possible, comment on peut le rétablir ?
Bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis très heureux d'échanger avec vous et merci à Jean-Paul et au Festival de Reville pour cette invitation. Cette fois-ci à distance, même si je suis plutôt un fervent adepte de la présence, puisque je pense que nous manquons dans ce monde de présence et que nous manquons d'attention. Et que ce n'est pas un hasard si le mot d'attention signifie à la fois et l'écoute et le respect, c'est-à-dire le fait de prendre en considération. Donc, pour établir le dialogue, pour répondre à ta question, vous m'entendez bien, ça va? On t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Gérald. D'accord, parfait. Bien. Donc, pour répondre à cette question de comment rétablir le dialogue, ben, ça commence par une première chose qui est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus, on se parle de moins en moins et qu'on écoute de moins en moins. Et que donc, on est effectivement de moins en moins présent à l'autre, présent à soi, présent au monde et de plus en plus absent dans sa bulle, dans son bunker, son silo, dans son univers qui ne laisse pas forcément la possibilité de la rencontre avec eux. Donc pour moi déjà, rétablir le dialogue, c'est rétablir la possibilité de la parole échangée et donc de la parole tout court. Et on constate que la parole aujourd'hui est de plus en plus dégradée. Ça, c'est mon constat. C'est-à-dire à la fois, je dirais, plus atomisé, plus éclaté. On parle partout, et c'est très bien qu'il y ait autant de paroles. Sans doute que jamais l'humanité n'a autant parlé dans toute l'histoire. Mais la question, c'est pour dire quoi? Pour dire quoi? À qui? Avec quel sens? Avec quelle intention? Avec quelle visée? Avec quel résultat? Donc, on constate dans de très nombreux contextes, que ce soit évidemment à l'école, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit évidemment dans le monde du travail, que ce soit dans la sphère publique, que la parole est souvent violente. Il suffit de voir les cas d'adolescents qui se suicident parce qu'ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, de voir comment les gens se parlent dans la rue. Il y a une forme d'agressivité qui est, je trouve, de plus en plus forte. Et évidemment, y compris dans des lieux qui sont censés être, entre guillemets, sanctuarisés, où la parole devrait être, en tout cas, ritualisée, construite, formulée, élaborée, et où on peut insulter, on peut humilier, et on peut surtout se défouler. Donc je pense qu'on a tendance à confondre la libération de la parole, c'est-à-dire ce qui est très bien et que chacune puisse parler avec un certain déchaînement de violence, sans filtre, comme on dit, comme si on confondait l'authenticité et le fait de pouvoir se lâcher. Il y a une forme de lâchage, je trouve extrêmement préjudiciable, extrêmement dangereux, et dangereux évidemment au plan éthique, pour chacune d'entre nous, puisque ça atteint, ça endommage, et évidemment collectivement, puisque si on n'arrive plus à parler les uns les autres collectivement, comment est-ce qu'on peut encore faire société? Comment est-ce qu'on peut encore finalement se rencontrer si on n'est pas capable de se parler? Donc pour moi, la crise du dialogue est un effet de la crise de la parole en général, une parole qui est souvent réduite à des slogans, à des punchlines, et en fait, le problème de la parole aujourd'hui, c'est que c'est une parole qui est faite pour frapper dans beaucoup de cas. C'est-à-dire pour impacter l'autre, pour cogner, et c'est ce que j'appelle moi la parole balistique. La parole qu'on envoie pour frapper, que ce soit frapper l'imagination, capter l'attention ou évidemment atteindre l'autre. Et on confond la parole avec l'éloquence avec la performance et la performance avec l'impact. Et cette parole balistique est assez ravageuse puisqu'elle nous réduit à des porte-flingues. Elle nous réduit à. Alors Sartre disait les mots sont des pistolets chargés. Mais on n'est pas toujours obligé ni de dégainer ni de tirer. Surtout, on n'est pas obligé de considérer que la parole se réduit à cette fonction instrumentale, voire létale, c'est-à-dire d'une arme, d'un instrument. Alors, la parole a toujours été un instrument. Depuis Ulysse, la parole sert depuis l'Odyssée, elle sert à ruser, à convaincre, à séduire. Donc, la parole est un moyen, certes, mais si elle n'est qu'un moyen, eh bien, nous sommes complètement réduits à cette dimension, je dirais, fonctionnelle instrumentale. Et je pense que la parole est d'abord relation. Quelle est relation, quelle est possibilité de rencontre, interaction. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette dimension-là,
c'est une parole pour moi qui est dégradée. Et la parole en moins, c'est de l'humanité en moins, c'est du lien en moins, c'est du sens en moins. Et donc, c'est du désarroi, c'est de la violence, c'est du repli. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que pour retrouver le dialogue, pour répondre à ta question, ça suppose déjà de retrouver le sens de la parole et, j'allais dire, cette attention portée à la parole, et la parole qu'on porte soi et la parole, évidemment, qu'on échange avec les autres. Oui, merci. Et en t'écoutant, je pense à une chose. C'est vrai qu'on parle maintenant de... Oui, effectivement, tout le monde parle. On parle de plus en plus. Et en même temps, parallèlement, on entend parler d'un appauvrissement du langage. C'est-à-dire, plus on parle, moins on sait parler, on a l'impression. Est-ce que ça résonne quand je te parle de ça ? Oui, parce que, alors c'est lié à de nombreux facteurs. Effectivement, il y a sans doute à la fois une certaine invention, heureusement, de la langue et des langues qui continuent à exister. Ça a toujours été le cas dans toutes les langues. Rabelais a inventé une partie de la langue, Shakespeare a inventé une bonne partie de la langue anglaise. Mais aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a une certaine réduction dans l'emploi. Ça veut dire qu'on parle, mais on en parle avec pas forcément beaucoup plus de mots ou beaucoup de mots. D'ailleurs, il suffit par exemple de voir en français l'utilisation du mot qui est faite, l'utilisation qui est faite, pardon, du mot choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Alors, je suis choqué, ça veut dire je suis touché, je suis bouleversé, je suis effrayé. Et en fait, ça veut dire je suis ému. Mais on a réduit l'émotion au choc, hein, ça veut dire que c'est intéressant. On réduit un processus interne, un processus global humain à un choc, c'est-à-dire juste un effet, et on réduit surtout l'ensemble des émotions à choquer. C'est pour moi un symptôme de ce que George Orwell décrit en 1984 comme un processus qui évidemment est un processus destructeur de l'humain, c'est-à-dire la réduction de la langue. Et on pense toujours, quand on pense à 1984, à Big Brother, à la surveillance généralisée, qui est effectivement ce qui se déploie de plus en plus dans tous les États, mais on oublie souvent que un des moyens les plus puissants d'asservir, d'aliéner, c'est précisément par le langage. Et ce qui se passe en 1984, c'est qu'il y a un travail qui est fait pour réduire la langue. Et donc, chaque année, le dictionnaire contient moins de mots que l'année précédente. La novlangue, c'est comment on va réduire le langage pour finalement empêcher les gens de penser. Si vous n'avez pas le concept de résistance, vous ne pouvez plus penser la résistance, vous ne pouvez plus la dire, vous ne pouvez plus la faire. Et on constate dans certaines études que par exemple, quand quelqu'un possède moins de 500 mots à son lexique, bah, il va se mettre à cogner. Voilà. Il n'a pas les mots, il n'a pas la capacité d'élaboration, et donc ben, spontanément, ça va sortir sous forme, j'allais dire, pulsionnelle, sous forme de violence. Et j'ai d'ailleurs comme ça une amie qui est enseignante et qui m'a raconté qu'un jour, dans sa classe, en quatrième, il y a un élève qui a mis une claque à sa voisine en classe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ressentait quelque chose pour elle, sans doute du désir, et comme il n'arrivait pas à le formuler, à le dire, eh ben, c'est sorti sous forme pulsionnelle, violente, voilà, sous forme d'un coup. Donc, en fait, quand on n'est pas en mesure d'élaborer et d'être notamment précis, d'être justement dans un langage qui est un langage qui est suffisamment maîtrisé, c'est la porte ouverte d'abord à, je dirais, toutes les formes d'aliénation, puisqu'on est parlé, hein. On est parlé par les langages, par les langues, on est parlé par la langue qu'on entend dans les médias, on est traversé. Donc, comment est-ce qu'on n'est pas simplement, j'allais dire, parlé par des langages, des langues, et donc on les subit, mais comment est-ce qu'on les parle, comment est-ce qu'on est vraiment, et ça va te parler, c'est le cas de le dire, puisque tu es acteur et metteur en scène, comment on est l'acteur, l'auteur de sa parole. Voilà, comment on est en capacité, comment on a les moyens, effectivement. Et ça suppose un travail que font les enseignants, que font les artistes, que font tous ceux qui sont soucieux de faire en sorte que la langue existe dans, j'allais dire, toute sa richesse, sa profondeur, sa complexité aussi, ses nuances. Parce que quand on dit « je suis choqué », alors est-ce qu'on est très choqué, extrêmement choqué? Est-ce qu'on est très ému, un peu ému? Donc il y a toute la question de la nuance. Et comme on arrive à un moment du 0 et du 1, ça veut dire vraiment de la polarisation, de la bipolarisation, et où les choses sont réduites, et souvent réduites de façon radicale, à des extrêmes, eh bien évidemment, tout le champ, qui est précisément le champ de la langue, le champ du langage, le champ de l'interprétation aussi, c'est-à-dire la capacité de trouver des nuances de sens, eh bien, disparaît au profit du rouleau compresseur. Ajoute à ça le fait que
On peut réduire la langue même à des signaux. Enfin, je pense aux émoticônes, je pense aux abréviations, je pense à tout ce qui va transformer les mots en petites pastilles, petites pilules, voire des balles. Ça veut dire des punchlines. Un punchline, ça veut dire cogner, littéralement. C'est la phrase qui cogne. Et quand on considère que justement la langue est faite pour ça, c'est-à-dire envoyer simplement des vannes, des punchlines ou des petits signes, eh bien en effet, la réduction du langage aboutit, à mon sens, à une réduction de la capacité à penser, à interagir, à se rencontrer et à élaborer dans tous les sens du terme. Donc en effet, faire en sorte que la langue vive et soit partagée, c'est déjà l'espace où la rencontre est possible avec les complexités, avec les différences, avec les nuances. Merci Gérald. Et puis en t'écoutant, je pense aussi à cette chose de... Bon, on est dans une société où beaucoup de gens pensent que tout peut s'acheter, jusqu'à aujourd'hui... Là, je ne t'entends plus, par contre. Ah, tu ne m'entends plus. Il ne m'entend plus. Et là, tu m'entends ou... Est-ce que tu m'entends, là? Bon. Tu m'entends ou pas, là? Non? Je ne sais pas ce qui se passe. Comment? D'accord, ils essaient, mais bon, comme tu ne m'entends pas, je te parle quand même. Mais... Pour l'instant, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, là, je n'entends pas. Ouais. Nous, on t'entend, oui, on t'entend, mais... Il faut se parler, mais là, la technique... Comme quoi, hein, les ondes... Bon, je ne sais pas si vous on t'entend, Est-ce que on vous t'entend. m'entendez ? Moi, je t'entends. Quand je fais... Moi, je t'entends. Si vous m'entendez, je peux continuer à parler, même continue, si continue. Je crois que là, il y a une opération qui est en train de se faire. Bon, j'imagine que vous entendez. Oui, donc on t'entend. Je propose de continuer à répondre à tes questions comme ça. Donc, on parlait de la question de la réduction du langage et pour amorcer vers une piste de solution, je pense qu'une manière d'arriver à sortir de cette impasse qui est une langue dégradée, une parole dégradée et souvent dégradante, c'est par ce que j'appelle les arts de la parole. Jean-Paul, est-ce que tu peux faire un signe avec la main, en levant la main, si tu m'entends? Je t'entends. Et toi, tu m'entends? Ah, merveilleux. Bon, donc je vais continuer à parler. Tu m'entends ou pas? Très bien. Donc je n'entends pas, mais je vais continuer. Ce que j'appelle les arts de la parole, c'est une manière, justement, de dépasser cette crise de la parole que j'observe, à la fois cette prolifération qui est dans certains cas évidemment très riche, mais aussi problématique, effectivement, avec une question de sens et de violence qui peut être dangereuse. Qu'est-ce que j'appelle les arts de la parole? Bien, pour moi, ce sont 7 arts, et qui évidemment sont constitutifs de la littérature, puisque quand je parle de parole, je parle du verbe qui va s'incarner en présence, mais ce verbe, soit il est inventé par nous dans le dialogue, dans l'échange, dans l'instant, comme maintenant, soit il est transmis. Et nous savons bien, gens de théâtre, que ces paroles qui viennent depuis 2 siècles ou 2000 ans, qui nous traversent, ces paroles ont été écrites et sont des paroles qui vont s'incarner. Donc, pour moi, ça relève bien sûr de la parole. La parole n'est pas juste ce qui s'invente, c'est aussi ce qui se transmet. Et donc, plutôt que de considérer que la parole se réduit simplement à l'éloquence, et en plus une éloquence aujourd'hui qui est devenue percussive, qui n'est pas l'éloquence de Simone Veil, Démosthène, enfin de ces grandes figures de Martin Luther King qui ont pu changer le monde avec le verbe, mais qui est souvent une éloquence, j'allais dire, miniature. Eh bien, moi, je considère qu'il faut prendre la parole dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à travers ce que j'appelle les arts de la parole. Les arts de la parole, pour moi, ce sont d'abord des arts de la création, c'est-à-dire 3 arts qui vont faire en sorte que la parole soit formulée, notamment d'abord avec le théâtre, comment la parole s'incarne, comment elle s'adresse, comment elle prend en compte l'autre. La parole qui se raconte, ça c'est le récit,
comment on va développer une histoire. La parole qui se conçoit, qui se forme, c'est la poésie. La poésie poienne, ça veut dire fabriquer en grec. Donc, comment on fabrique la parole, comment on la construit. Les poètes inventent la langue. Et 3 arts de la création. Et puis 2 arts qui sont des arts de la transmission. La conférence, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, enfin, un élément de dialogue. Justement, un des sujets du dialogue, c'est la possibilité, le lieu du dialogue, en l'occurrence la technique. Donc la conférence, c'est comment on va transmettre des idées, voilà, la leçon. Et puis l'éloquence, et ça c'est l'art de bien parler, comment on va convaincre. Et je ne réduis pas la conférence à l'éloquence, parce que pour moi, transmettre des idées, des savoirs, ça n'est pas du même ordre que de tenter de convaincre. Et enfin, 2 arts de l'interaction, le dialogue, comment la parole s'échange, comment on va croiser des idées, et puis le débat, comment la parole se confronte. Et la confrontation, ça n'est pas la même chose que l'échange. Et on a tendance aujourd'hui à réduire le débat, plutôt le dialogue au débat, et le débat au combat, et le combat à la destruction de l'autre. Et on voit des gens, soi-disant, qui débattent, hein, sociale avec la Croix-Rouge pour que des gens qui sont sans abri, qui sont sous addiction, etc., arrivent à se raconter par le récit. On a fait des états généraux de la parole. Là, c'était l'année dernière, avec 900 personnes qu'on a réunies pour cet enjeu. Quel est l'état de la parole aujourd'hui, à l'école, dans les médias, dans le monde du travail, et pour la parole, quel est l'espace permis. Et donc, alors là, j'entends quelqu'un qui parle, oui, j'entends quelqu'un parler en anglais, je parle. So yes, I can... Et je veux bien entendre Jean-Paul. Est-ce que tu m'entends là, Jean-Paul, à nouveau? Moi, je t'entends. Et toi, tu m'entends. Mais toi, tu ne m'entends pas. Ah, merde. Si, je t'entends, ça y est. Ah, tu m'entends. Bon, ça y est, c'est fantastique. D'accord. Voilà. Donc, c'est in vivo, comment rétablir. Oui. Donc, je revenais là sur ce que j'étais en train de développer là juste avant. Et merci pour toutes ces précisions parce que ça nous parle, c'est bien de disséquer aussi le langage d'où ça provient pour qu'on puisse comprendre comment le rétablir. Maintenant, ce que j'étais en train de te dire là juste avant, c'est vrai que maintenant on est habitué où tout est question de possession, on a l'impression que tout peut s'acheter jusqu'à peu de temps, sauf la connaissance. La connaissance, jusqu'à aujourd'hui, on pensait que c'est quelque chose qu'on ne pouvait qu'acquérir par quelque chose qu'on n'est pas dans l'intelligence artificielle. On peut avoir l'impression, on reçoit un courrier, admettons, très bien écrit, ça m'est arrivé il y a 2 jours, j'ai écrit un courrier à la mail à quelqu'un, et il m'a répondu, et pas du tout comme je le connais, comme il me parle, quoi. Donc, je sentais que sa réponse, même si c'est en plus pas un proche, quelqu'un que je connais quand même relativement bien,
il m'a écrit une réponse par rapport à une question que je lui posais qui sortait de ChatGPT ou de je ne sais quoi. Donc là, on est en train de rentrer dans une autre illusion que même la connaissance. Tu penses que ça va bouleverser les choses? Alors je ne veux pas rentrer non plus dans la critique systématique de ça, parce que je pense que ça a des bonnes choses, pas comme fait parfois Éric Sadin, que je trouve qui est très intéressant dans le débat, mais où il est tout le temps très très contre. Et on est d'ailleurs invité sur les plateaux pour... c'est le gars qui est venu pour taper sur l'intelligence artificielle. Mais est-ce réellement on sent que c'est un nouveau danger qui est en train de s'ériger face à nous, face justement à la possibilité de parole? Alors c'est un sujet évidemment absolument capital. On vit une révolution, c'est certain, et le terme n'est absolument pas usurpé. Je trouve qu'en plus ma thèse est sur le concept de révolution, donc c'est un sujet sur lequel pas l'intelligence artificielle, mais sur ce que signifie changer le monde. J'ai travaillé longtemps sur la question, donc on peut dire que c'est vraiment une révolution. Je pense même que c'est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que, autant par exemple la révolution industrielle a changé, par exemple, notre rapport au temps, à l'énergie, à beaucoup de choses, à l'espace, mais là on vit un changement dans le rapport fondamentalement au monde, en effet à la connaissance, à l'autre, au temps, donc c'est extrêmement profond. Et pour aller dans ce sens, aujourd'hui par exemple, sur Internet, 50% des contenus générés le sont par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que, à bout d'un moment, c'est un peu comme la peau de chagrin, mais la part produite par l'humain est en train de devenir minoritaire, elle va devenir de plus en plus, donc en quelque sorte, les machines parlent aux machines, et c'est à se demander si nous sommes encore nécessaires dans cette discussion, si je puis dire, dans cet échange. Alors, ça pose une question vraiment cruciale, ce que tu évoques, c'est-à-dire, qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que connaître? Ton ami qui décrit ce mail, bon, il l'a fait écrire sans doute par une intelligence artificielle, donc il n'est plus l'auteur de son propos, ça a été écrit par autre chose, qui s'appelle peut-être une définition de l'aliénation, parce qu'il s'est fait aider, soi-disant, par un outil, mais en fait c'est l'outil qui prend le contrôle et c'est l'outil qui va parler à sa place. D'ailleurs, on regarde que maintenant sur les téléphones, sur les iPhones, quand vous recevez un message téléphonique sur votre répondeur, vous avez une transcription du message téléphonique, littéralement, et donc vous n'avez plus besoin d'écouter le message, vous n'avez plus besoin d'écouter la voix, donc on a la médiation avec le texte. Donc cet effet de médiation, c'est-à-dire de la machine, alors on pourrait dire que le téléphone, l'ordinateur, on est déjà dans des médiations techniques, des médiations, j'allais dire, machinales de machine. C'est vrai, mais ce sont des médiations, ce ne sont pas des interlocuteurs. Or, au bout d'un moment, si effectivement il y a une substitution des auteurs, ce qu'on appelle en anglais agents, les agencies, c'est la personne qui a l'initiative, qui est l'auteur justement, et qu'on le remplace non plus par des canaux, des instruments, des médiateurs, mais par des auteurs, enfin, on est réduit à la position du passager dans la voiture qui est à côté et qui regarde le conduire, et même qui peut s'endormir d'ailleurs, a-t-il vraiment besoin ne serait-ce que vigilant ou comment. Donc ça pose un sujet qui est encore plus important que la connaissance, qui est pour moi vraiment essentiel de la conscience, de la liberté, et finalement la question du sujet, c'est-à-dire ce qui signifie être l'auteur de son propos, l'auteur de sa vie, l'auteur de ses choix. On peut assister dans ça, par exemple, ordinateur, très bien, mais à un moment donné, c'est qui parle. Voilà, qui parle. C'est ça le sujet, qui parle. Il y a une phrase dans la pièce Le Ratachot que j'ai mis en scène il y a quelques années où c'est un tyran qui dit, on l'interrompt, il dit qui parle quand je parle. Là, ce qu'il veut dire, bien sûr, c'est qui ose parler, alors que c'est moi qui suis en train de parler, je ne donne pas de la parole. Mais ce que j'aime bien dans cette phrase, même si ça n'est évidemment pas le premier sens, c'est qui parle quand je parle. Ça peut aussi vouloir dire que je suis en train de parler, mais à travers moi, qu'est-ce qui parle? Alors on sait, comme on l'a dit, qu'on est parlé par notre histoire, notre enfance, notre langue, notre culture, tout ça. On est parlé au moins tant qu'on parle. Je pense que plus ça va, et plus avec ce type de phénomène, on va être parlé, et surtout, d'autres vont parler à notre place. Et quand je dis d'autres, ce ne sont pas d'autres sujets, d'autres personnes, mais en effet, des machines. Alors, toute la question de savoir, outils, machines, qu'est-ce que c'est exactement? Ça fait alimente beaucoup de fantasmes. Mais en fait, la question de la connaissance au sens fort, c'est précisément la différence avec de l'information qu'on va trouver ou qu'on va compiler,
Et la connaissance, c'est la conscience de ce qu'on sait. C'est-à-dire que quand il y a connaissance, ça suppose de savoir, non seulement en termes d'information et en termes de contenu, mais d'avoir la conscience de ce qu'on sait. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, Marcel, de la maison d'édition, m'a commandé un livre sur la question de l'humain, justement. Qu'est-ce que ça veut dire être humain aujourd'hui? Je parle de la parole, et que la parole compte l'humain. Donc évidemment, le substrat, ça suppose de comprendre ce que c'est qu'humain. Et donc, pour comprendre cet enjeu, sur lequel je travaille depuis un moment, mais évidemment avec l'IA, c'est une révolution, j'ai passé une partie de l'été à torturer 4 IA différentes. Alors, qui torture qui, hein? C'est une bonne question, parce qu'en plus, il n'y a pas d'affect dès qu'on fait ça en anthropomorphise déjà l'IA. Et donc, j'ai posé une question. Par exemple, dis-moi quelque chose. Très bien. Et je dis, est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de me dire? As-tu conscience? Donc, cette question-là, de ne pas simplement mettre en forme, compiler de l'information, puisque de fait, l'IA ne sait pas ce qu'elle dit, littéralement. C'est un modèle probabiliste qui va agglomérer, qui va extrêmement vite, c'est ça qui est impressionnant, donc il y a une pertinence. Évidemment, c'est très puissant, évidemment, c'est un outil, mais il n'y a pas de conscience. Donc, s'il n'y a pas de conscience, de mon point de vue, il n'y a pas de connaissance. L'IA ne sait rien. Elle n'a pas la connaissance de ce qu'elle fait. Donc, d'ailleurs, si on ne pose pas les questions, si on n'alimente pas, c'est toute la question. C'est comme si maintenant la compétence était de savoir prompter, de savoir dicter, de savoir quoi faire dire. Bon. Donc, je pense qu'il y a une grande illusion sur ce sujet, et pour moi, une des conséquences principales, c'est que ça va accroître un fossé gigantesque entre, d'un côté, ceux qui utilisent l'IA, qui ont été formés, qui ont un sens critique, qui ont déjà un certain nombre de connaissances, qui peuvent prendre du recul, juger, etc. Et ceux qui vont être utilisés par l'IA. Ça veut dire qu'ils ont l'illusion qu'ils entrent des questions et que ça leur donne tout de suite, sans travail, sans rien, tout de suite la matière, mais en fait, qui eux-mêmes ne savent rien. Et d'ailleurs, j'ai une autre amie enseignante qui me disait que c'est devenu impossible de faire des devoirs à la maison. Parce qu'évidemment, dans 90% des cas, ça a été au moins monté sur Internet, compilé par l'IA. Et ça pose la question évidemment fondamentale de l'interaction. Ça veut dire que tout ça, on peut le faire à distance, on peut le faire chez soi, on peut le faire comme dans le cas de ton ami quand on envoie un mail. Mais quand on est en présence, en face à face, si l'autre te pose une question, tu vas sortir ton ordinateur, ton téléphone, pour dire « Attends, je vais te répondre, je tape et je te donne la réponse ». Donc, ça veut dire que le grand fossé, un fossé à la fois cognitif, social, je pense, va encore s'accroître. Et donc, ça rend encore plus urgent, et c'est un enjeu d'émancipation fondamentale, hein, la question de comment on arrive à éduquer, à transmettre, à former, quels que soient les moyens, que ce soit par l'art, que ce soit par évidemment la création et la littérature, mais la vague est tellement forte. Je ne suis pas aussi défaitiste que Sadin et alarmiste que Sadin, parce que je pense qu'il y a des vraies lignes de fracture. Je pense que pour l'instant, l'IA n'a pas de corps, pas de conscience, pas de sentiment de sa mortalité, de sa vulnérabilité, donc des dimensions qui font que être humain veut dire encore quelque chose de différent. Mais en effet, sur le plan, disons, du savoir, sur le plan de l'information, je pense que ça va accroître drastiquement les fossés. Merci Gérald. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des questions à poser? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Gérald? Jean-Paul? Oui. Je peux poser une question? Bien sûr. Bonsoir. Did you switch it on? Yeah. Yeah, try it. It should be. Yeah. Bernard, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre constat que dans les espaces publics actuels, de plus en plus les échanges ou bien le dialogue se présentent d'une façon assez différente, plus agressive. Au lieu que ce soit des débats, ce sont souvent, au lieu de se débattre, ils se battent, ils se combattent même. Est-ce que vous pensez que pour rendre les dialogues plus harmonieux, le monologue a son importance?
quand je dis monologue, c'est de parler à soi-même. Est-ce qu'on peut éduquer, vous pensez qu'une éducation aux gens de se parler de plus en plus pourrait aider la situation où le dialogue serait plus harmonieux? Voilà. Merci, c'est une belle question, et c'est d'ailleurs une question qui est au centre, c'est le cas de le dire, du centre des arts de la parole que j'ai créé, puisque l'objectif de ce centre, c'est se parler plutôt que s'entretuer, se parler pour se relier. Et en effet, sortir des monologues, vous avez tout à fait juste. Alors, et même un monologue, vous savez, dans un monologue, il y a le public en général qui est en face, et qui donc est là pour écouter le monologue. Et est-ce que les gens se parlent à eux-mêmes? Est-ce qu'ils parlent pour parler? À qui ils parlent? C'est une vraie question. Et il est frappant de voir que souvent la parole n'est pas adressée, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire donnée à quelqu'un, parce que ça suppose d'attention, d'écoute, de regard. Donc pour moi, pour sortir des monologues et des gens qui parlent tout seuls, et qui parlent dans ce grand désert, ça veut dire qu'il y a tellement de voix dans ce désert qui ne s'écoute pas, eh bien, ça suppose en effet d'abord de former à l'écoute, de former à la capacité de rencontrer et d'interaction. Et donc, alors malheureusement, ce n'est pas le cas cette fois-ci parce que j'ai reçu l'invitation très récemment pour ce festival, mais évidemment, pour moi, ça suppose la présence. Là, on arrive à se parler grâce à ce moyen, c'est déjà bien, bien qu'on soit dans des endroits très différents, mais je pense que c'est comment on met en présence, en interaction, et comment on sort en effet de l'illusion que parler, ça suffit. Non, parler, ça ne suffit pas. Parler, ça suppose d'être entendu, d'être compris, et surtout d'entendre la réponse. Donc, c'est comment on rétablit la dimension interactive véritablement de la parole, et pas simplement cette logique d'émission, c'est-à-dire envoyer du texte, envoyer des mots, envoyer des punchlines, envoyer du verbe. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle la société d'émission. Voilà. C'est-à-dire émettre, 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 envoyer ses tweets. Et pour moi, la société d'émission, on n'entend plus là. Tu nous entends? Et maintenant, là, c'est toi qui... On n'entend plus. Alors, attends une petite... Bon, l'année prochaine, il faut lui dire de venir à Gérald. Ça, c'est vraiment... Voilà, le résultat. C'est... Voilà, le travail qu'il nous propose, il faut qu'il soit là, avec nous. Ah oui, il sera partant pour venir parce que je pense qu'il a commencé à regarder l'expérience d'Auroville et que forcément ça l'interpelle. On entend ce qu'il nous dit, tous les sujets d'études qu'il a et forcément ici ça serait un laboratoire très intéressant pour lui. Il est d'accord. Voilà les emojis, tu sais, en l'entendant parler tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est marrant, on va peut-être retourner aux hiéroglyphes, en fait. Possible. Voilà, bah, je t'entends, ça y est. Ah, très bien, parfait. Peut-être une autre question, on a combien de temps encore? 5-10 minutes. Et quelqu'un veut poser une autre question? Oui. Alors, Pravin, qui est un comédien d'ici, de Chennai, mais qui est venu travailler au TNS il y a quelques années déjà, et avec qui on va faire un... Comment? Quelques décennies. Quelques décennies, avec qui on a des lectures ici au festival, notamment un dialogue entre Rabindranath Tagore et Romain Rolland. Voilà. Et donc, Pravin veut te poser une question. Merci Jean-Paul. Donc, et bonjour Gérard. Donc effectivement, la question, c'est un suivi sur la question de M. Patnaik tout à l'heure. Et quand on se parle, par exemple, on a de plus en plus cette façon de parler, donc avec les mots qui remontent à la psychanalyse.
je me suis traumatisé, par exemple, on dit très souvent. Donc voilà, comment trouve-t-on un vocabulaire qui est moins agressif? C'est une très belle question, surtout de la part d'un homme de théâtre. Et évidemment, moi, le travail que je peux faire, là je le faisais encore hier en séminaire, c'est précisément de faire travailler sur le sens des mots et notamment la possibilité, la conscience de choisir ces mots, de choisir en effet en termes et de lexique, en termes, comme vous venez de le dire, de registre. Voilà. C'est un peu ce que je disais sur choqué, traumatisé. Bon. Et moi, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est combien le langage technique, je fonctionne, par exemple, comment finalement des mots qu'on appliquerait à des machines ou d'autres sont désormais appliqués à l'être humain. D'accord ? Et je pense qu'on ne se rend pas compte exactement des implications que ça. On fait des analogies où on parle par métaphore, et en fait, ça devient des réalités au sens spirituel. Ça veut dire qu'on finit par, en quelque sorte, croire ce qu'on dit. Bon, je ne fonctionne plus. Bon. Ça rejoint ce que vous dites sur le vocabulaire très, très marqué. Je pense que cette attention, notamment à la langue et notamment au chant, au registre, ne pourra pas venir, malheureusement, ni des mass médias, ni des réseaux sociaux, parce que c'est plutôt l'inverse. Ce sont des types de langage qui sont extrêmement formatés et qui sont prévus pour percuter, si je peux dire, voilà, qui commencent à viser l'efficacité. Donc je pense que le salut, en un sens, peut venir pour moi de gens qui sont déjà en travail sur ces sujets avec une forme de conscience, et ce qu'effectivement je comprends de l'expérience d'Euroville que j'ai découvert grâce à toi, Jean-Paul, et je te remercie beaucoup. C'est extrêmement intéressant comme projet, comme aventure. C'est une ambition magnifique, et ça demande un travail de conscience, une exigence, et effectivement de se demander déjà comment on peut appliquer à soi ce qu'on voudrait promouvoir dans le monde, c'est-à-dire la capacité du dialogue, la capacité de l'entente, et donc le choix des mots. Voilà, le choix des mots. Comment on choisit ce qu'on a à dire. Je pense que ça se fait toujours à l'échelle humaine. Je pense que ça veut dire qu'on travaille sur des communautés qui sont des communautés sous forme d'ateliers, sous forme en présence, avec un travail où on va pouvoir se demander ce qu'on dit, comment on le dit, qu'est-ce que ça veut dire, se rendre compte que finalement, parler, c'est penser, au sens où on pense à travers les mots. Et dans certains ateliers, certains séminaires que je donne, au bout d'un moment, les gens se disent « mais je m'aperçois que, en fait, tu m'apprends à penser et à savoir ce que je veux dire ». Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle, voilà. Et donc, comment on se formule littéralement, comment on se dit, dans tous les sens de se dire, voilà. Se dire, se dire à soi, se dire à l'autre. Donc, pour moi, le salut, et c'est pour ça que je trouve l'expérience que vous développez très belle, ça se fait au sein de communautés humaines qui vont partager un certain degré de conscience, qui vont pouvoir mettre en jeu, si je puis dire, des arts. Alors, quand je parle d'art, c'est au sens très large. Ce sont les arts de la parole, ça peut être d'autres types d'arts, ça peut être évidemment des formes de sagesse, mais je pense qu'en tout cas, ça ne va pas de soi, pour aller dans l'autre sens, que ça se travaille, que ça demande un chemin, et que ça prend du temps, mais que c'est à ce prix-là, si je puis dire, qualitatif, qui n'est pas massif, qu'on peut arriver à sortir de ça. Je ne crois malheureusement pas, j'aimerais bien y croire, mais à la capacité de façon massive, à l'échelle de, par exemple, un réseau comme Twitter, enfin X. On m'a demandé parfois, mais qu'est-ce que vous faites par rapport à Twitter? Et je réponds, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Par rapport à un rouleau compresseur mondial, avec des moyens, avec une idéologie raciste, avec une forme d'agressivité, parce qu'évidemment, le clash, ça fait du cash. Donc voilà, d'où le fait qu'on va radicaliser sur les réseaux sociaux tout ce qui est antagoniste, tout ce qui est provoquant, et je ne parle même pas des soi-disant vérités alternatives, la Terre est plate, et j'en passe. Donc, si vous voulez, le rapport à la vérité, le rapport à l'autre est devenu extrêmement dégradé. Je ne peux rien faire à cette échelle, mais ce que je peux le faire à l'échelle humaine. Et c'est pour le coup l'art que moi j'ai développé avec la mise en scène, avec le théâtre, c'est notre art partagé avec vous, avec Jean-Paul. Donc je pense qu'il faut mener des expériences avec des objectifs clairs, comment on peut développer davantage d'humain, d'humanité,
et notamment par la langue, et en effet, comme vous l'avez dit, par le choix de ce qu'on dit et comment on le dit. Merci Gérald, et puis surtout ce que tu viens de développer, là c'est vraiment aussi très intéressant, parce que voilà quelque chose que ChatGPT ne peut pas faire. Donc c'est recréer du lien entre nous, réussir à se parler, ça c'est quelque chose qu'aucune intelligence, en tous les cas dans l'état des choses aujourd'hui artificielle, ne peut faire. Il faut une intelligence du cœur, même pas humaine, il faut une intelligence du cœur, donc le contraire d'une intelligence artificielle, puisque elle en est dénuée de ça. Donc elle peut nous amener quelque chose au niveau de la technique, mais rien au niveau relationnel et de l'état de nos relations et de comment on construit nos relations entre nous. Et on sait que ça, c'est le fondement de l'être humain, parce que cette fois, si cette chose nous échappe, eh bien, il ne reste plus rien de notre humanité. Et c'est là où c'est intéressant cette expérience, comme tu dis, même si tu ne la connais que par quelques mots, et par rapport aussi à ce qu'on peut en lire sur les réseaux sociaux, qui, comme tu le sais, ne dévoilent qu'une partie des choses. Cette expérience qu'il y a ici, elle reflète aussi tout ce qui se passe dans le monde. Donc les difficultés qu'il peut y avoir ici, c'est des difficultés qu'on rencontre ailleurs. La seule chose qu'on peut espérer à Auroville, c'est que, voilà, comme on est en train de faire là, on se pose cette question déjà de comment on peut se parler. Malheureusement, il y a plein d'endroits dans le monde où on est bien loin encore de simplement pouvoir se poser cette question. Oui, c'est déjà beaucoup de se poser cette question. En philosophie, on dit qu'une question bien posée, c'est 50% de la solution. D'ailleurs, les questions sont plus importantes souvent que les réponses. Et évidemment plus dynamiques. Et souvent, d'ailleurs, les réponses divisent et les questions rassemblent. Moi, je préfère me rassembler avec d'autres autour de questions essentielles, qui évidemment avoir des avis différents, mais au moins d'avoir cette capacité de véritable débat au sens premier du terme, voire de dialogue, pas forcément de confrontation, il peut y avoir échange. Et je reviens juste sur ce mot d'intelligence, parce que là, moi, dans le livre que j'écris, je suis en train de critiquer ce concept d'intelligence par rapport à l'intelligence artificielle, parce que la vraie intelligence, c'est la capacité de créer des liens, et pas simplement des liens au sens entre des informations, mais des liens entre des êtres, des liens entre effectivement des expériences. Et l'IA n'a pas d'expérience, l'IA n'a pas encore une fois, de conscience. Donc je pense que la notion même d'intelligence artificielle, pour moi, est abusive, au sens fort d'intelligence. C'est-à-dire, justement, ce que tu as très bien décrit, la capacité de se relier par le cœur, par l'expérience, par la dimension existentielle. Nous savons tous que nous allons mourir, nous avons tous cette conscience-là, c'est quelque chose qui nous lie, nous avons cette expérience-là aussi autour. Donc ça, jamais la dite intelligence artificielle ne l'aura, c'est quand même énorme. Et ça rend la création des liens encore plus importante, je dirais. Oui, c'est vrai. Merci pour cette dernière conclusion, parce que c'est vrai que voilà, c'est peut-être en prenant conscience de cette spécificité qui nous relie qu'on va avoir envie de développer ce qui est le plus important en nous, en réalité, notre humanité. Merci Gérald. Et puis oui, j'espère vraiment qu'on arrivera à te faire venir ici. Ça serait vraiment une très belle expérience pour nous tous, je crois. Merci. J'en serais très... Merci à vous et bonne suite de festival. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci à tous. Je remercie beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Ça permet, c'est toujours non seulement d'entendre ces choses-là, mais de remettre l'esprit en mouvement, et pas que l'esprit, le cœur, les sensations. C'est pour ça c'était très troublant d'entendre ça ici à Auroville, de l'entendre Gérald, parce qu'on a l'impression qu'il est déjà venu parfois quand il parle. Donc comme quoi on peut être connecté avec des choses parfois sans le savoir. Merci à tous, et puis Olivier, c'est toi la suite. Merci Jean-Paul, merci Gérald. Maintenant, après la parole parlée, nous allons demander à Chloé de venir faire la parole chantée. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent,
et qui n'ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le te tenir, ce plat pays qui est le mien, avec ses cathédrales comme unique montagne, avec ses noirs clochers comme mâts de cocagne, quand les diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours comme unique voyage, avec les soirs de pluie comme unique bonsoir, avec le vent de l'ouest, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord, écoutez-le s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, ce plat pays qui est le mien, avec l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, avec quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et danse ce juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, ce plat pays qui est le mien. Thank you. Merci, j'aime beaucoup cette chanson. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus rythmé. On va passer... Bon, c'est pas tout à fait gai, mais c'est plus rythmé. Ce sont les Prisons de Nantes. Une chanson très très connue française, mais très intéressante rythmiquement. Sergei, if you can put the track. First one. The first track, yes. Just 1 second, sorry. Is it possible to put it a little more loud, Sure. so I can hear it? From the beginning. Sorry. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, mais personne n'allait voir, que personne n'allait voir, que la fille du geôlier, elle lui portait à boire, elle lui portait à boire et à manger, Et jour il lui demande, un jour il lui demande, de moi oyous parler, le bruit court par la ville, le bruit court par la ville, que demain vous mourrez, Ah, s'il faut que je meure, Ah, s'il faut que je meure, déliez-moi les pieds, La fille était jeunette, La fille était jeunette, les pieds lui a délié, Le galant fort alerte, Le galant fort alerte, dans la mer à sauter, Quand il fut sur la rive,
fut sur la rive, il se mit à chanter, il se mit à chanter. Je chante pour les belles, landilan, landilan, landilan. Je chante pour les belles, surtout celles du geôlier, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, landilan, landilan, landilan. Si je reviens à Nantes, oui je l'épouserai, oui je l'épouserai. Yeah. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va passer à Ma mère qui m'a nourri, qui est une chanson assez ancienne. Et j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Et Ma mère qui m'a nourri, one more track. Second? The second track, yes. Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Oh oui, ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Oh oui, car m'appelle fleur d'épine, fleur de rose, c'est mon nom. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Fleur d'épine, fleur de rose, c'est un nom qui coûte cher. Oh oui, fleur d'épine, fleur de rose, c'est un nom qui coûte cher. Oh oui, car il coûte la moitié de la valeur de 100 écus. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Qu'est-ce que c'est que 100 écus quand on a l'honneur perdu? Oh oui, qu'est-ce que c'est que 100 écus quand on a l'honneur perdu? Oh oui, car l'honneur est privilège des fillettes de 15 ans. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Ne fais donc pas tant la fière, l'on t'a vu hier au soir. Oh oui, ne fais donc pas tant la fière, l'on t'a vu hier au soir. Oh oui, l'on t'a vu hier au soir, un gros bourgeois auprès de toi. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Ce n'était pas un bourgeois qui était auprès de moi. Oh oui, ce n'était pas un bourgeois qui était auprès de moi. Oh oui, c'était l'ombre de la lune qui jouait autour de moi. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Merci. I hope you liked it. J'espère que vous avez aimé. La prochaine, c'est une chanson très courte, très connue. Un petit lapin qui s'était levé bon matin courait dans la rosée, le temps la bouche en cœur en chantant des chansons. Il était heureux comme un lapin qui était heureux quand il est tombé amoureux des plus jolies oreilles du buisson. Il fallait le voir se regarder dans un miroir en se penchant sur la beauvoir à la façon d'un lutin polisson. La chaise est fermée, la campagne endormie, on pourra s'aimer, visiter les amis, les amis. Dum 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 dum. And that was it. J'aime beaucoup cette petite chanson. Je n'ai pas noté de qui c'était, mais j'adore cette reprise. Il nous en reste 3. Et la prochaine, je fais un clin d'œil à la Bretagne. Je sais que c'est un festival de littérature française,
mais leurs chansons sont magnifiques. Et alors, je me permets de placer une petite chanson en breton, comme ça, en douce, au milieu, pour leur rendre honneur. Ils font partie de la France. Alors, ça s'appelle Efchista Laurak, et il n'y a pas de There is no track. Quelle est la première note? Hop, la première note. Efchista Laurak, Shizoma Tlonla, Efchista Laurak, Shizoma. Efchista Laurak, Shizoma Tlonla, Efchista Laurak, Shizoma. Efchista Laurak, Shizoma. Runker Runkar Shopina Tlonla, Runker Runkar Shopina. Runker Runkar Shopina Tlonla, Runker Runkar Shopina. Efchista greit vite butevet lonla, efchista greit vite butevet. Efchista greit vite butevet lonla, efchista greit vite butevet. Agar me geit vite butkaret. Ronker bronkar shopina tlonla, ronker bronkar shopina. Ronker bronkar shopina tlonla, ronker bronkar shopina. Caron pepini, ahini lonla, caron pepini, ahini. Caron pepini, ahini lonla, caron pepini, ahini. Beaucoup dozen cow jealousy, ronker bronkar shopina tlonla, ronker bronkar shopina. Ronker bronkar shopina tlonla, ronker bronkar shopina. Le prochain c'est un petit indien. Et un petit indien, c'est une chanson qui parle de l'Amérique du Nord, mais qui a été traduite en français et qui est très connue dans les camps de vacances et auprès des enfants et des écoles. Et il y a the track. You can put the last track, the third track, yes. You ready? Okay. Yeah. Un petit indien, Nagawika, Nagawika, chantait gaiement sur le chemin. Nagawika, Nagawika, chantait gaiement sur le chemin. Nagawika, Nagawika, sur mon chemin je serai grand, quand je serai grand. Nagawika, Nagawika, j'aurai un arc et un carquois. Nagawika, Nagawika, j'aurai un arc et un carquois. Nagawika, Nagawika, et avec mes flèches, Nagawika, Nagawika, je chasserai le bison blanc. Nagawika, Nagawika, je chasserai le bison blanc. Nagawika, Nagawika, et sur mon cheval, Nagawika, Nagawika, j'aurai plus vite que le vent. Nagawika, Nagawika, j'irai plus vite que le vent. Nagawika, Nagawika, et autour du feu, Nagawika, Nagawika, je danserai toute la nuit. Nagawika, Nagawika, je danserai toute la nuit. Nagawika, Nagawika. Merci. Et je voudrais vous proposer la dernière chanson. Merci d'être encore là. Une chanson que je viens récemment d'apprendre, qui ne se passe pas en France, qui se passe au Caucase, mais qui est très répandue dans les colonies de vacances aussi, et qui s'appelle Les Cosaques et les Cosaques. La chanson
les Cosaques, les Cosaques. Nous aimons vivre au fond des bois, aller coucher sous la dure. La nuit claire nous dit de ces mille voix, lance-toi dans la grande aventure. La nuit claire nous dit de ces mille voix, lance-toi dans la grande aventure. La 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 nous aimons vivre sur nos chevaux dans les plaines du Caucase. Avancés par le rapide galop, nous irons plus vite que Pégase. Avancés par le rapide galop, nous irons plus vite que Pégase. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nous aimons vivre autour du feu et chanter sous les étoiles. La nuit claire nous dit de ces mille voix. Sois gai lorsque le ciel est sans voile. La nuit claire nous dit de ces mille voix, lance-toi. Sois gai lorsque le ciel est sans voile. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci. Merci pour